C'est à C'est vous. bon? Ok, super. Hop. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jonas Thiocourt. Je suis enseignant-chercheur à l'ENSM. Et l'ENSM a réalisé récemment un état de l'art pour un client, un acteur du maritime, sur les méthodes pour quantifier l'impact carbone d'un navire. Donc, c'est suite à cette étude que le Polmer, que je remercie pour leur invitation, m'a proposé d'intervenir pour partager certains éléments du livrable. Alors, commençons par le sommaire. Je vous propose d'abord de positionner l'ACV dans le panorama des outils d'impact environnemental. Puis, je zoomerai sur l'objet de notre étude, qui est une catégorie d'impact de l'ACV, à savoir l'impact carbone, ou autrement dit, comment quantifier le potentiel de réchauffement climatique du navire. Ensuite, j'aborderai les émissions du navire qui contribuent à ce réchauffement climatique et le facteur d'émission qui permet d'établir finalement le bilan comptable de cet impact. Enfin, on s'intéressera à la source principale de ces émissions, à savoir les combustibles marins. Alors, l'ACV, on en a déjà parlé, c'est une méthode qui permet l'évaluation de l'impact environnemental d'un produit. C'est la méthode la plus complète, mais aussi la plus complexe à mettre en œuvre, ce qui explique qu'elle est usuellement réalisée a posteriori. Et finalement, l'intégrer dans le développement du produit, eh bien, c'est la démarche de l'éco-conception. À noter qu'il existe d'autres méthodes pour évaluer l'impact environnemental d'un produit, qui sont plus simples mais moins fines, comme l'application de normes, l'évaluation sur une base réglementaire ou le cahier des charges d'un label, par exemple. L'ACV, c'est un outil d'évaluation d'impact environnemental à la base, mais dans la littérature, on le retrouve étendu à d'autres aspects, comme l'ACV social, avec des catégories d'impact sociaux, par exemple le nombre d'emplois créés ou détruits par un produit. Alors, on l'a dit, c'est une méthode qui est maintenant normée avec l'ISO 14040 et 44, qui fournit de la documentation pour chacune des étapes de l'ACV. On peut citer également la plateforme de recherche européenne sur l'ACV, qui édite des manuels et des guides de référence sur comment mener l'ACV. Alors, l'objet de l'état de l'art que nous avons réalisé, il concerne une étape de l'ACV en particulier, l'étape 3, puisque c'est cette étape qui vise à transformer un inventaire de flux en une série d'impacts potentiels clairement identifiés. Alors, pour le navire, il y a toute une littérature sur comment choisir les catégories d'impact, mais dans notre état de l'art, on s'est concentré en fait sur un impact, le pouvoir de réchauffement global. Alors, le pouvoir de réchauffement global, c'est la catégorie d'impact qui quantifie le phénomène actuellement observé d'augmentation des températures moyennes océaniques et atmosphériques causées par le forçage radiatif anthropique. Donc ce forçage radiatif, c'est-à-dire la différence entre le rayonnement solaire reçu et la puissance radiative émise par la Terre, il est causé majoritairement par les gaz à effet de serre d'origine anthropique. C'est ce qu'on voit sur le schéma ici à gauche qui est issu du dernier rapport du GIEC. Donc les gaz à effet de serre, mais pas que, puisque certains composés qui ne sont pas des gaz, par exemple le carbone noir, alors on trouve en anglais le terme de black carbone, eh bien, ils contribuent également au forçage radiatif et on en reparlera un petit peu plus loin dans cette présentation. Alors, pour quantifier le pouvoir de réchauffement global du navire, il faut faire l'inventaire des flux et donc l'inventaire des gaz à effet de serre. Alors, les principaux gaz à effet de serre en termes de contribution, on les retrouve dans la 4e étude produite par l'OMI. C'est les mêmes que ceux visés par le protocole de Kyoto. Alors, bien entendu, en termes de présence dans l'atmosphère, en termes de particules par million, l'ensemble de ces gaz à effet de serre, c'est des traces. C'est ce qui est illustré sur le camembert à droite. Donc, dans la 4e étude de l'OMI, on retrouve les principaux gaz à effet de serre et on retrouve aussi le black carbone.
Alors, pourquoi le black carbone? Eh bien, parce que le black carbone des navires, il participe de façon non négligeable au pouvoir de réchauffement global du navire, de 7 à 21%, selon l'échelle de temps considérée en unités CO2 équivalent. Alors, le black carbone, il absorbe les rayons du soleil, donc ça réduit l'albédo de l'atmosphère. Mais ensuite, quand il se dépose sur les surfaces, notamment sur les surfaces réfléchissantes, comme la glace ou la neige, eh bien, il réduit l'albédo de la surface. Pour avoir un bilan un petit peu plus exhaustif du pouvoir de réchauffement climatique du navire, on doit aussi ajouter d'autres gaz émis par le navire, comme les NOx et les SOx. Alors, ils sont bien connus pour leur impact sur la santé, mais il faut savoir qu'ils contribuent également au forçage radiatif. Et ils y contribuent négativement. En somme, ils refroidissent la planète. En effet, l'oxyde d'azote, qui est le NOx majoritaire sortie moteur, c'est ce qu'on voit sur le camembert, le NO, eh ben, il participe à la dégradation du méthane. C'est la première transformation des NOx. Et en ce sens, il a un forçage radiatif négatif. Il refroidit l'atmosphère. Alors, il a également une contribution positive puisqu'il forme de l'ozone troposphérique, c'est le mauvais ozone, mais au global, son bilan il reste négatif. Et quand les navires utilisaient des combustibles bien soufrés, avec des fortes teneurs en soufre, on avait une deuxième contribution par les SOx, les oxydes de soufre, qui sont des aérosols et qui participent à la formation des nuages. Alors, bien entendu, il est tout à fait possible de quantifier ces contributions. C'est fait dans certaines études, mais pas toutes. Donc, un point de vigilance sur le périmètre, le scope de l'étude et de ce qui est ce qui est comptabilisé dans le forçage radiatif. Alors, si on somme l'ensemble des contributions, on a une spécificité du transport maritime, c'est que son forçage radiatif intégré sur une durée d'un siècle, eh bien, il est négatif. Autrement dit, d'un point de vue purement potentiel de réchauffement climatique, le transport maritime à base de combustible soufré a plutôt tendance à refroidir la planète. Le pouvoir de réchauffement global, il est négatif sur des périodes allant jusqu'à 100 ans. Toutefois, au-delà de 100 ans, c'est ce qu'on voit sur le graphe à droite, eh ben, on retrouve un forçage positif, notamment parce que la durée de vie des composés n'est pas la même pour tous les composés. Alors, cet effet refroidissant, du reste, il ne peut justifier l'absence de réglementation du secteur maritime, car les NOx et les SOx ont d'autres impacts, notamment sur la santé humaine. Alors, en parlant de black carbone, on a introduit la notion de CO2 équivalent. Donc, l'équivalent CO2 noté CO2e d'un composé, c'est la quantité de dioxyde de carbone qui provoquerait le même forçage radiatif que son composé, c'est-à-dire qu'il aurait la même capacité à retenir le rayonnement solaire. Alors, il est exprimé en appliquant un facteur de conversion, le potentiel de réchauffement global, ou GWP, Global Warming Potential en anglais, qui dépend de la longueur de la période considérée. Alors, ce facteur d'émission, il présente des limites. Par exemple, il ne distingue pas la temporalité des émissions. Ça veut dire que dans l'ACV usuel, statique, on considère que tout est émis à T0. Alors, il y a des auteurs. Vous m'entendez toujours? Oui. Mince, Oui, j'ai oui. été. Si, si. Ah oui, pardon, C'est bon. excusez-moi, Ah, j'ai cru que j'avais été déconnecté. Je reprends. Oui, donc j'en étais sur ACV statique versus la dynamique. Donc dans l'ACV statique, tout est émis à T0. Alors il y a des auteurs qui proposent de préférer une ACV dynamique, où plus une émission a lieu tard dans le cycle de vie, plus petit est son temps de résidence dans l'atmosphère sur une période de 100 ans et plus faible sera son impact. D'accord? C'est ce qu'on voit sur le schéma. En fait, le produit 1, qui est le produit noté, le produit bleu, eh bien, en ACV statique, il a le même pouvoir de réchauffement global que le produit orange, alors qu'en réalité, sur 100 ans, eh bien, il émet moins. Mais dans l'ACV statique,
on considère que tout a été émis à T0. Alors, sur ce facteur d'émission, quelques remarques. Tout d'abord, eh bien, il évolue au fil des rapports du GIEC. Ça veut dire que si on regarde le méthane, entre le deuxième et le dernier rapport du GIEC, le GWP sur 100 ans, il est passé de 21 à 28. Donc, ça veut dire qu'il faut, mettre à jour les ACV, mettre à jour les logiciels. Donc, voilà, ça évolue au fil des rapports du GIEC. Bien entendu, c'est pas linéaire avec le temps. Ça veut dire que le GWP sur 20 ans, c'est pas celui sur 100 ans multiplié par 5. C'est pas linéaire. Et enfin, produits de la combustion n'impliquent pas gaz à effet de serre, puisqu'on a vu que certains produits de la combustion ont un forçage radiatif négatif, comme les NOx et les SOx. Alors, pour l'état de l'art, on s'est intéressé à plusieurs étapes de la vie du navire: construction, fin de vie, etc. Mais dans ma présentation, je me concentre sur la phase opérationnelle, puisque pour les gros contributeurs, que sont les porte-conteneurs, les cargos, les tankers, pardon, eh bien, dans la littérature, c'est ce que j'ai voulu montrer avec le schéma de Quank qui est HAL en 2020, on se rend compte que pour les gros contributeurs, l'ensemble du CO2, la majorité du CO2 est émis durant la phase opérationnelle. Et le CO2, c'est le principal gaz à effet de serre, ce qu'on voit sur le camembert, et les gaz à effet de serre, c'est le principal contributeur du forçage radiatif. Donc, si on suit la loi de Pareto qui veut qu'en se concentrant sur 20% des causes, on a 80% des effets, et ben c'est là-dessus que je mets l'accent. Alors maintenant qu'on a bien défini la catégorie d'impact et les émissions, on va s'intéresser aux sources principales, les combustibles marins. Alors, on peut passer du combustible aux émissions via des facteurs d'émission. Alors ici, j'ai pris un exemple pour passer du diesel marin au CO2. Eh bien, dans la 4e étude GHDG de l'OMI, on retrouve que 1 kg de DO, c'est équivalent à 3,206 kg de CO2. Et finalement, si on fait ça pour l'ensemble des combustibles utilisés, on se retrouve avec le bilan midpoint. Alors, on parle de bilan midpoint en comparaison en fait aux études qui proposent des bilans endpoint. Alors les bilans endpoint, il y a une espèce de surcouche en fait où ils relient les catégories d'impact aux dommages. Donc il y a encore une surcouche pour comment on lie le CO2 équivalent à des dommages comme la pression sur les espèces, sur la santé humaine, etc. Donc nous, on s'est vraiment arrêté aux ACV plutôt midpoint. Donc, on trouve les facteurs d'émission assez facilement dans la littérature. À noter qu'en fait, c'est simplement ces facteurs d'émission, c'est simplement l'écriture du process de combustion, puisque si je prends par exemple le facteur d'émission pour le propane, c'est 3, parce que la combustion du propane, supposée parfaite, c'est quand j'ai les masses molaires du propane et du CO2 étant les mêmes, c'est quand j'ai une unité de propane, s'il y a une chaîne carbonée avec 3 atomes de carbone, je me retrouve avec 3 CO2, et donc les masses molaires étant les mêmes, eh bien, il y a un facteur 3 entre la masse de combustible brûlé et les émissions de CO2 associées. Alors, une fois qu'on a la quantité de CO2 équivalent, ce qui est usuel, c'est de diviser par la quantité de transport pour pouvoir comparer des navires. Donc, sur ce graphe issu de l'OMI, on résume assez bien la situation puisqu'on a plusieurs tendances. Alors, tout d'abord, on a en orange, c'est le flux de transport, en gros, qui fait que croître comme la croissance mondiale. Donc, on transporte de plus en plus de trucs. En bleu, on a les émissions de CO2 qui se sont plus ou moins stabilisées. Donc, si on transporte de plus en plus d'éléments et qu'on émet autant de CO2, c'est que soit on a amélioré l'efficience énergétique du navire, soit on a décarboné, soit on a fait un peu des deux.
Alors, comme le transport maritime, c'est encore 99% du fossile, eh bien, on ne décarbone pas, pas encore. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amélioré l'efficience. C'est ce qu'on voit avec les courbes jaunes. Donc, c'est les grammes de CO2 par quantité de transport. Donc, pour atteindre l'objectif 2050 de moins 50% sur la valeur absolue des émissions de CO2 équivalent, eh bien, on n'est pas encore dans la partie on décarbone, on n'est pas encore sur ce levier, mais on est sur le levier efficience. Alors, on voit ici, j'ai mis une espèce d'équation de Kaya, mais pour le shipping, avec les 3 leviers. Jouer sur la décarbonation, donc la quantité de CO2 par quantité d'énergie, jouer sur l'efficience, la quantité d'énergie sur la quantité de transport, ou jouer sur le flux, la quantité de transport. Bon, ça, c'est pas dans les cartons. Enfin, pour ouvrir le débat, on a également relevé des éléments intéressants sur la comptabilité des émissions liées au combustible, mais sur l'ensemble de la chaîne logistique, ça veut dire de la partie de sa production jusqu'à son soûtage à bord. Et on peut citer une initiative remarquable d'un laboratoire marine hollandais qui compile pas mal de littérature et qui met en ligne ses résultats sur l'intensité carbone de plein d'options pour le shipping. Alors ici, j'ai mis juste 5 exemples. Hein. On a 5 lignes. La première, c'est utiliser le vecteur ammoniac dans une pile à combustible électrique avec une propellec. La deuxième, c'est d'utiliser de l'ammoniac, donc le NH3, dans un moteur à combustion interne prise directe, un type moteur dual fuel. Troisième option, c'est d'utiliser de l'hydrogène qui serait comprimé à 700 bars avec issu du gaz naturel avec recapture du CO2 avec pile à combustible Propelec. La quatrième option, c'est notre bon vieux diesel 2 temps classique prise directe. Et puis, on retrouve aussi des choses plus exotiques comme de la propre turbine à vapeur avec propulsion nucléaire. Alors, un petit point de vigilance que souligne Marine, c'est que bien entendu, ils ont négligé la scalabilité de la ressource. Ça veut dire ils ne se préoccupent pas de savoir est-ce qu'il y a suffisamment d'ammoniac ou d'hydrogène pour tout le monde dans ce genre de trajectoire et dans ce genre de scénario. Alors, en guise de conclusion, on s'est intéressé à une catégorie d'impact, mais en réalité, on a observé qu'il y avait des couplages entre les catégories d'impact. Donc, il serait intéressant d'étendre l'étude aux différents couplages entre les catégories d'impact, puisque, par exemple, la démarche de l'anti-fouling pour mieux glisser et donc consommer moins et donc émettre moins de CO2, eh ben, la concentration des peintures dans certaines baies, dans certaines eaux resserrées, eh bien, ça a un impact sur le biotope marin. Donc, il y a des couplages comme ça entre les catégories d'impact. Et enfin, ce travail, il a été facilité par une collaboration en fait de l'ENSM avec Dr Elaine Maleki, que je remercie, qui est une experte ACV. Alors pour moi, l'expertise ACV, c'est à mi-chemin entre un climatologue et un expert comptable. Et en collaborant avec l'ENSM qui apporte plutôt la connaissance système, à mon sens, c'est une bonne combinaison pour faire de l'ACV de façon pertinente. Voilà. Je vous remercie. J'espère que j'ai tenu le délai. 54, ouais, je suis pas mal. C'est parfait, merci beaucoup. C'était dans le timing parfait. Pareil, Régis, je te laisse prendre la main s'il y a des questions. Est-ce que la CV intègre une phase d'optimisation pour réduire les impacts? Non. Ouais, notamment, alors sur le shipping, comme on a vu que sur les gros contributeurs en termes d'émissions de CO2, la plupart du CO2 était émis durant la phase opérationnelle. Et ben, l'ACV, c'est une étape pour ensuite évaluer des différentes technos qui pourraient être installées pour réduire l'impact. Et donc, en ce sens, ça s'inscrit dans une démarche d'optimisation. Parce qu'on peut faire l'ACV de différents systèmes. Ça dépend comment on entend le terme optimisation, mais à mon sens, l'ACV, c'est une des étapes de quantifier l'impact
carbone des différentes technos de réduction d'impact carbone qu'on implémente à bord. On peut le voir comme un maillon de la démarche d'optimisation. Une autre question de Sylvain Michel. Peut-on prendre en compte les normes réglementaires dans l'ACV de manière explicite? Par exemple, taux de SOx autorisé dans les gaz d'échappement des navires de commerce. Mais l'ACV, c'est un bilan comptable, donc on peut très bien mettre un warning en disant si le bilan comptable il sort plus de tant de grammes de SOx, eh bien ça me met un warning en disant cette solution elle est pas acceptable d'un point de vue réglementaire. Je pense que la question c'est est-ce que c'est intégré, est-ce que c'est intégré dans les logiciels commerciaux disponibles, le fait de mettre des alarmes sur certains index. Et dans ce cas-là, oui. Une autre question. Avez-vous regardé aussi pour les petits bateaux? Est-ce que ça concerne que les gros navires, cet ACV? Ou ça concerne aussi les petits navires et les petits bateaux? Non, ça concerne tout le monde. Ce que je voulais simplement mettre en avant, c'est que si on se focus sur les gros bateaux, notamment, en fait, il y a 3 catégories de navires qui émettent plus de la moitié du CO2. Donc c'était simplement pour mettre que j'ai un peu mis la focale là-dessus, puisque c'est là où il y a de la marge facile il y a de la réduction, je dirais, c'est là où il faudrait concentrer l'effort. Il y a une question qui est arrivée aussi sur le chat, du coup, à côté. Pour certains navires, la phase de fabrication est aussi très importante. Comment faire pour compiler les deux? On peut faire le même exercice sur la définition du système, c'est arbitraire. Ça veut dire de dire je m'intéresse uniquement à la phase exploitation ou je m'intéresse à la phase exploitation plus la construction, ajouter ou pas la fin de vie. C'est c'est arbitraire à partir du quand on réalise la CV, le périmètre du système. Là, c'est simplement que ce que j'ai présenté, c'est simplement de dire que pour les gros émetteurs, pour les types de navires qui représentent le gros du CO2, et ben le CO2 il est émis pendant les 40 ans d'exploitation du navire, quoi, parce qu'ils ont des longues durées de vie aussi. Voilà. Mais bien entendu, il y a aussi des émissions associées à la construction et à la fin de vie. Ok, merci. Peut-être une dernière pour finir cette phase-là. Comment équilibrer l'empreinte carbone et l'impact sur la biodiversité dans une ACV? Justement, quand on parle pour moi, il faut pas. Alors, il y a des études qui font des espèces d'index où en gros ils pondèrent, mais c'est très, à mon sens, il faudrait pas les réunir, c'est-à-dire c'est des impacts qu'il faut comptabiliser séparément. Mais ça revient à demander comment on pondère le fait de réchauffer la planète et le fait d'avoir une pression sur le biotope marin. Pour moi, c'est des catégories d'impact qu'il faut distinguer. Et je suis pas au clair sur les index qui sont globales, c'est-à-dire qui viennent ensuite pondérer en disant bah, je prends le CO2, l'impact sur les espèces et j'en fais un espèce d'index global. Ça, je sais pas, j'ai pas de réponse là-dessus. Très bien, merci. Peut-être que cette discussion-là sera aussi parcourue dans la suite du webinaire. Encore une fois, merci. Je propose, il y a quelques questions qui restent en suspens. Encore une fois, on pourra éventuellement vous les transmettre ou si on a un peu de temps, les reprendre plus tard dans le webinaire. On va pouvoir poursuivre avec Monsieur Mermier de ShipST. Je vous invite à ouvrir votre caméra et je vais vous désigner comme